Voilà. Bien, eh bien, je propose que nous reprenions nos travaux, si vous le voulez bien. J'espère que les personnes en ligne sont bien avec nous pour cette deuxième partie de la matinée. Donc, à vrai dire, je ne devrais pas avoir, je ne vois pas bien l'utilité de présenter Gilles Bertrand, tout le monde connaît, mais je vais quand même le faire, qui est professeur d'histoire moderne ici à l'université Grenoble-Alpes, spécialiste de l'histoire de l'Italie, des relations entre la péninsule italienne et la France à l'époque moderne. Il a dirigé une vingtaine d'ouvrages collectifs, a coordonné avec Jean Errard l'édition des Voyages de Montesquieu, édité aussi, je souligne dans le cadre de notre journée d'études, le journal d'une marquise romaine de la fin du XVIIIe siècle, la marquise Boccapadulli, volume paru chez Viella en 2019. Et puis on connaît bien sûr son livre sur le grand tour revisité, le voyage des Français en Italie, milieu XVIIIe siècle, début XIXe siècle, paru à l'École française de Rome en 2008. C'est aussi un spécialiste du carnaval et son ouvrage sur l'histoire du carnaval de Venise a récemment été réédité et traduit. Je lui laisse la parole, puisqu'il va nous parler de l'envers du Grand Tour, justement, 17e, 18e siècle, sous-titre de sa communication, l'autre géographie européenne des élites du continent. Voilà, Gilles, je vous laisse. Écoutez, merci beaucoup, Gilles. Merci à tous quatre pour l'excellente organisation de cette journée d'études qui nous met en confiance et en situation de familiarité. C'est extrêmement précieux pour aussi la présentation que vous avez faite tout à l'heure qui nous a montré que on parle du particulier, de l'individu, de Turner, de Lister, d'autres plus tard. On part aussi sur l'idée d'embrasser des aspects plus généraux, et c'est plutôt dans cette vision un peu générale que je voudrais placer et qui va m'amener peut-être à être un peu superficiel sur certains aspects, parce que mon but, en fait, c'est de partir d'une question qui ne relève pas tant de la géographie que de l'histoire des voyages. À savoir quel rapport est-ce que le voyage entretient avec la géographie. Pas une question de géographe. Discipline, en l'occurrence en construction au XVIIe et XVIIIe. Quels sont les instruments dont le voyageur dispose pour construire sa vision des espaces, autant naturel qu'habité. La dichotomie entre les deux termes, naturel, habité, est à vrai dire au cœur de la démarche d'observation des voyageurs, surtout au XVIIIe, déjà au XVIIe. Voyager, c'est voir des paysages, des villes, et observer des espaces. Puis voyager, c'est apprendre à connaître des habitants, des modes de gouvernement, des mœurs et coutumes de peuple, en fréquentant de près ou de plus loin les populations et les gouvernants. Alors, cette enquête un petit peu générale, elle m'amène en fait à interroger, à tenter d'interroger, vous voyez, avec ce titre de l'envers du Grand Tour, l'autre géographie européenne des élites du continent, finalement les géographies du voyage européen, en se demandant comment les voyages réels et racontés, pratiqués physiquement ou simplement lus dans les bibliothèques, les cabinets, amènent à mettre en cause et à réinventer sans cesse les géographies de l'Europe, éventuellement en transgressant les normes qui en régissent la pratique la plus courante. La pratique la plus courante, dont le mot grand tour ici nous évoque la possible réalité. Il existe en effet bien une Europe privilégiée par les élites voyageuses au XVIIe et XVIIIe, en particulier à l'âge de leur formation, quand les jeunes gens, des hommes surtout, ont entre 18 et 25 ans. C'est un monde connu et familier qu'on a coutume de rattacher aux pratiques du Grand Tour. France, Italie, monde germanique, Provinces-Unies, Pays-Bas, la Flandre, Pays-Bas au sens de Hollande, Angleterre, rejoint en partie au XVIIIe siècle par la Suisse. Bon, voilà. Ça, c'est une Europe familière et connue. La péninsule ibérique, on va y revenir, en relève en partie, mais elle a perdu du terrain entre XVIIe et XVIIIe par rapport au XVIe siècle d'or. Et puis à l'époque où nous considérons, le Danemark, la Pologne ou la Suède ne font guère partie des itinéraires familiers aux voyageurs européens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes à y aller, et surtout qu'il n'y a pas de personnes à en venir. Or, à côté de cette Europe sans cesse visitée, se profile une autre Europe, marquée par une volonté d'exploration et de connaissance,
qui amène à l'invention, c'est un terme qui était très chéri dans les années 1980-90, à l'invention de nouveaux territoires, tout à la fois réels et imaginés. Le désir de cette Europe, appelée alternative, a pu gagner les lecteurs de relations de voyage européens lorsqu'ils lisaient aussi des relations de voyage hors d'Europe, en stimulant la curiosité, en Europe même, pour des contrées moins, entre guillemets, civilisées. À l'écart des villes capitales et des espaces de circulation les plus usités. C'est ce que j'appelle l'envers du grand tour, justement. Il conduit les amateurs vers des zones qui auparavant ont pu être considérées comme périlleuses ou inintéressantes, qu'ils l'étaient dans la mentalité du Moyen-Âge ou du XVIe. Et je pense aux montagnes, à commencer par les Alpes. Je pense à certaines mers, comme celle au large de la Norvège, dont il était question dans la première relation tout à l'heure, déterminante dans l'invention du Nord, Scandinavie, Groenland, Sibérie, etc. Je pense au Grand Est, au Sud-Est européen aussi, qui confinent à l'Asie, de la Russie aux Balkans. Espace notamment étudié par Larry Wolff dans Inventing Eastern Europe, 1994. On semble être ici donc aux marges de l'Europe, en terres barbares ou sauvages. Islande, Laponie, Russie, Dalmatie et à certains égards même l'Espagne. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, on n'est plus dans le grand tour. Enfin, c'est une question qui se pose. Et puis, il existe par ailleurs des zones intermédiaires entre le très connu, l'Europe du grand tour, on va l'appeler, et puis le très peu connu, le très lointain, y compris en Europe. Ces espaces, ces zones intermédiaires, en fait, elles font l'objet, à certains égards, d'une reconquête. Si on pense à la Pologne, si on pense à l'Espagne au XVIIe et XVIIIe, surtout au XVIIIe. Puis il y a aussi la Méditerranée dans son ensemble, dont nous ne parlerons pas évidemment, mais qui fait partie de cette Europe intermédiaire. Je pense au sud à l'Espagne dans son entier, c'est l'Ibérique, au sud de l'Italie, à la Grèce. Et pourtant, ce sont des espaces européo-méditerranéens qui inquiètent moins que la Scandinavie, la Russie ou les Balkans, malgré les périls divers qu'on y affronte pendant toute la période dont nous sommes en train de parler, mais qui sont des espaces davantage parcourus par des pèlerins, des marchands, des militaires, des diplomates et des savants, plutôt que par des jeunes voyageurs du grand tour. Ces jeunes hommes du grand tour. C'est donc une typologie complexe et subtile qu'il nous faut essayer de comprendre, sur laquelle il nous faut enquêter. Alors, je vais le faire en quatre moments, posant quatre questions, de certaine manière, en m'arrêtant plus ou moins sur certaines d'entre elles. La première, c'est quelle place tient l'Europe dans la vaste production sur les voyages dont héritent les 17 et 18e. C'est dont héritent les Européens qui voyagent, dont héritent les Européens qui lisent, sans voyager, qui voyagent en imagination. Parce que pour comprendre comment l'Europe du voyage se construit, se reconstruit, se modifie sans cesse, il faut se demander quelle place elle tient dans la vaste production sur les voyages, dans la vaste production sur les territoires, dans les descriptions, dans les cosmographies, dans les compilations qui ont été produites entre 16e, 17 et 18e siècle. Parce que, certes, il y a une Europe privilégiée dans les itinéraires du grand tour des jeunes nobles, mais il y a une Europe familière aux lecteurs qui lisent Münster, qui lisent Botero, qui lisent toutes ces grandes compilations, et qui sont des esprits curieux. Le pointeur a dû se décaler. Sur le clavier. Votre présentateur, peut-être, non? Sur le clavier, c'est... Voilà. Non, oui, bon, alors, cette Europe, en fait, dont parlent les sources du 16e ou du 17e, c'est toute l'Europe. Et ça, c'est ce qui me frappe. Ce n'est pas du tout l'Europe du Grand Tour. Mais c'est une Europe qui peut être très marquée par les modèles antiques.
On le voit dans les textes du pape Pie II, Piccolomini, au XVe siècle, hein, l'auteur notamment d'un De Europa, hein, paru en 1458, hein, avec une sorte d'ébauche de traité géopolitique consacré aux provinces, nations et peuples de l'Europe. On s'en rend compte dans l'Isolario de Benedetto Bordone, même si ça s'intéresse plutôt aux îles au début du XVIe, vénitien. Hein. On s'en rend compte surtout chez un Paolo Giovio, comasque, romano-floranto-comasque, d'origine de Côme, donc au nord de l'Italie, dans sa description justement de la Grande-Bretagne, Écosse, Irlande et Orcade, qui en fait n'arrête pas de citer, comme c'est le cas dans le passage que je vous montre ici, Jules César, Strabon, Pline l'Ancien, Tacite, Ptolémée. Donc cette Europe, elle est familière. Jusqu'au nord, au grand nord de la Grande-Bretagne, elle est bien connue. Dans les cosmographies, comme celle de Sébastien Münster, l'un des ouvrages les plus lus du second XVIe siècle, dont les Français ont bénéficié d'une forme aménagée par Belforêt en 1575, mais qui a été publié en italien, en anglais, en tchèque. Là, vraiment, c'est dans l'esprit de tous ceux qui lisent de la deuxième moitié du XVIe siècle. On y parle d'une Europe qui n'est pas du tout celle du Grand Tour, autant que d'une Europe du Grand Tour. Le Danemark, par exemple, comme la page que je vous montre ici l'illustre, en gothique, dans une édition de 1544. Donc, cette cosmographie, si on en détaille les livres, les 6 livres, on s'aperçoit que la moitié sont consacrés à l'Europe, toute l'Europe, de l'Angleterre à la Moravie, du Danemark à la Finlande, comme on le voit dans le livre 4, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Islande, Hongrie, Pologne, etc. Bref, c'est un travail systématique. On pourrait prolonger. Dans les grandes compilations du XVIe, on parle du reste du monde. On est, par exemple, chez Ramuzio, dans une grande attention à ce qui est extérieur, mais au même moment, à la même fin du XVIe siècle, un recueil de la diversité des habits d'un certain Després, qui paraît en 1552, nous présente à égalité, si je puis dire, les habits, c'est-à-dire les vêtements, mais aussi, sous-entendu, les coutumes, enfin les images, pays d'Europe, Asie, Afrique et îles sauvages. Le tout fait d'après naturel. Donc, on a bien une Europe extrêmement diversifiée, qu'on retrouve aussi mêlée au reste du monde dans les Relationi Universali de Giovanni Botero à la fin du XVIe siècle, apparu entre 1591 et 1596, avec leurs 4 parties, où l'on parle aussi bien de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique que, ça c'est le livre 1, qu'est du monde nouveau, c'est-à-dire de l'Amérique. Les livres suivants entrant plutôt dans d'autres considérations que strictement géographiques, plutôt des considérations religieuses. Alors, bon, je vais passer sur l'Angleterre, Botero s'attarde à faire une description qui est de type géographique. Tout ça, c'est lu, tout ça, c'est familier. Et ce qui peut être frappant, c'est qu'il y a un glissement entre le second XVIe siècle et le XVIIe et XVIIIe siècle. Le glissement, c'est quoi? Consiste en quoi? Il consiste en une sorte, c'est paradoxal, de passage d'une curiosité universelle à l'ensemble du monde, comme on le voit chez les compilateurs à Cluit, à la fin du XVIe, Théodore de Brie, qui parle beaucoup du Nouveau Monde, fin XVIe, début XVIIe, comme on le voit dans les compilations de Thévenot à l'époque de Louis XIV, dans la relation précédente. On nous parle de tout ce qu'un Européen doit savoir sur le monde, mais dans les compilations du XVIIIe, il y a une Europe qui se rapproche. Alors, pas tellement chez Raynal, qui parle des colonies, mais chez Bernard, qui parle du nord de l'Europe, dans son fameux recueil des voyages au nord, en 1716. Et même chez l'abbé Prévost, qui parle aussi bien de l'Europe que de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. Alors, c'est cette idée que l'Europe, finalement, gagne du terrain, et préoccupation de toute cette diversité de la part des lecteurs a des répercussions sur les voyageurs. Et ce n'est pas un hasard si ceux qui conservent les livres dans leur bibliothèque, dont je vous donne ici quelques exemples de classement, vous voyez le 11 à gauche, le classement de Formet, géographie et voyage,
ou plus difficilement dans un classement de quelques années postérieures, celui de Debut en 1963, où il nous faut chercher les livres de voyage dans l'histoire, dans la géographie, dans l'histoire naturelle, éventuellement. Enfin, il n'y a pas de catégorie spécifique, mais en géographie. Mais quels que soient les modes de classement, ce qui a été constaté par des spécialistes de la presse, des périodiques, comme Yasmine Marcil, eh bien, c'est que l'Europe gagne du terrain. Il y a une attention qui n'arrête pas de croître. Dans les comptes rendus de journaux périodiques, Yasmine Marcil a relevé que l'Europe devient, à la fin du XVIIIe siècle, l'aire géographique dominante du monde éditorial. Donc, par rapport même au milieu du XVIIIe, l'Europe gagne du terrain sur le reste du monde. Et si on observe les bibliothèques des 4 représentants des Lumières, comme Voltaire, De Brosse, d'Holbach et Turgot, certes, ils ont pas mal de livres sur le vaste monde, sur les circumnavigations dans l'océan Pacifique, sur les sauvages d'Amérique et d'ailleurs, et du Sud, mais ils ont tous des livres sur le nord de l'Europe, le nord. C'est vraiment une obsession du XVIIIe. Et les Lapons, même les Norvégiens, les Suédois, l'Islande, l'Écosse, c'est l'Europe. Donc, on observe cette intégration progressive d'une Europe qui est de plus en plus curieuse d'elle-même, à l'aide, en s'appuyant sur la leçon de cette expansion mondiale des curiosités. Alors ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Parce que ça veut dire que cette Europe qui va attirer de l'attention, et c'est l'objet du deuxième moment dont je veux parler, cette Europe, elle est une Europe qui rejoue les cartes, qui rebat les cartes par rapport au grand tour. Donc, c'est cette idée-là que je voudrais mettre en valeur. Alors, en évoquant dans ce deuxième moment l'endroit de l'envers. Parce que si on parle d'envers du grand tour, il faudrait me parler aussi de l'endroit, le grand tour. Et c'est vrai, si on lit un historien comme Jean Bouttier, qui est très attentif au grand tour des Britanniques, mais aussi au grand tour des Italiens, des Florentins notamment, qui montre qu'il y a une très grande diversité des pratiques du grand tour. S'il est vrai qu'à la lumière de cette observation selon laquelle les pratiques du grand tour sont plastiques, ne sont pas assignables seulement aux Anglais qui traversent le Channel et qui vont sur le continent, mais qu'il y a aussi des Italiens qui montent au nord, des Français qui vont à l'est, enfin, qu'il y a toutes sortes d'itinéraires imbriqués, et pas seulement de l'Angleterre vers le sud, vers la Méditerranée. Donc, même si on prend en compte cette variété et cette plasticité, sans aucun doute, il y a un modèle. Et donc, je dirais que cette idée d'un modèle générateur de géographie familière, nous l'apercevions non pas à travers un récit que je vais vous faire de ce que c'est que le grand tour, ça n'aura pas d'intérêt par rapport à l'interrogation qu'on a posée, mais je vais le faire en vous évoquant quelques spécificités du grand tour et la manière dont il est piraté de l'intérieur par les représentants des Lumières. C'est-à-dire qu'en fait, au moment même où on parle du grand tour, le grand tour est creusé par des formes de contestation de ce qu'il est et de sa validité surtout. Ce qu'est le grand tour, écoutez, c'est une fabrique de modèles. C'est une fabrique de modèles, des modèles de voyage, voyage d'Italie, voyage de Hollande, voyage d'Angleterre, voyage aussi en Suisse, en France ou en Allemagne, un petit peu encore, voyage en Espagne ou dans la péninsule ibérique. Ce sont des modèles qui sont géographiques, et ce sont aussi et surtout des modèles qui sont politiques, moraux et esthétiques. Je crois que c'est ça qui est le cœur du grand tour. On va chercher le même, on va chercher son miroir pour croître à la lumière et à l'aide de ces modèles que l'on trouve ailleurs, dans les lieux du grand tour. Donc, il y a l'idée de parcours idéal, peut-être utopique, chez les classes aisées de l'Europe, et la fréquentation de lieux familiers, qui sont à l'opposé des lieux périlleux. Des lieux familiers, donc des capitales. Des lieux familiers où on voit des personnes qui sont comme nous. Des nobles vont voir des nobles. De futurs gouvernants vont voir de futurs gouvernants et construisent une maille des réseaux extrêmement serrés. On connaît tous le point de départ d'une forme d'emploi de l'expression
Grand Tour, en 1670, par Richard Lascelles. Le Grand Tour, c'était certainement la France et l'Italie pour Lascelles. Le Tour de France et le Tour d'Italie. No man understands Libyan Caesar, Guicciardini and Montluc, like him, who has made exactly the Grand Tour of France and the Giro of Italy. Le Grand Tour of France, qui devient dans la traduction française Tour de France. Il n'y a même plus de Grand Tour. Bon, ouais, une forme de fragilité, mais je ne vais pas m'attarder dessus. En revanche, sur ce point, en revanche, qu'on est bien présent à l'esprit de cette géographie. Cette géographie du Grand Tour, qui est celle d'une Europe intermédiaire, celle que j'ai évoquée tout à l'heure en énumérant toute une série de pays. Ce n'est ni la péninsule ibérique, ni la Scandinavie, ni l'Est européen, ni le Sud-Est européen. C'est une Europe intermédiaire qui peut pénétrer progressivement vers l'Angleterre au-delà de Londres, de la part des Européens du continent. Ils vont éventuellement jusqu'à l'Écosse, rarement jusqu'à l'Irlande, mais bon. En tous les cas, cette Europe intermédiaire qui s'ordonne autour du Rhin. Mais cette Europe du Grand Tour, elle a son catéchisme, avec des arts de voyager. Elle peut être plus ou moins restreinte, comme le montre l'Europe à la fin du XVIIe du Huguenot Misson, qui conseille comme mode de voyage pour un Anglais qui l'accompagne, qui est précepteur d'un Anglais, de plusieurs Anglais d'ailleurs, d'aller des Provinces-Unies à Naples. Voilà, une Europe très restreinte par rapport à celle de Thomas Cook, que je vous ai montré tout à l'heure, qui pénétrait dans toute la France et qui allait plus vers l'Est européen. Mais cette Europe n'exclut pas la présence d'autres nations que celles qu'on va visiter, comme l'Espagne, on le voit ici, dans ces gravures que j'évoquais tout à l'heure, de Défré, avec des caractéristiques de chacun des membres des populations européennes, le Suisse, le Hollandais et l'Allemand. Mais cette Europe, elle a son catéchisme. Elle a son catéchisme, et c'est à travers un écrit comme celui de Bacon, 1625, qu'on peut prendre la mesure de ce que c'est que ce modèle en voie de transgression, alors même qu'il est en train de se réaliser. C'est comme l'absolutisme, il n'a jamais existé finalement de manière pure, totale, dans le même du Grand Tour. Ce modèle, c'est un modèle pour les jeunes gens qui voyagent avec un précepteur, qui essaient d'apprendre la langue du pays, qui tiennent des journaux, j'ai souligné les mots que je suis en train d'évoquer, des journaux de voyage, et qui se constituent un catalogue des choses à voir et à étudier. Catéchisme, règles, normes, malgré la plasticité évoquée précédemment, réalité plus conflictuelle que ne le laisse entendre ce catéchisme, Europe catholique versus Europe protestante, mais aussi haut lieu. Haut lieu, je passe un petit peu vite, conseillé par des guides, souvent appelés délices, parce que c'est beau, tout ce qu'il faut voir, délices de la Hollande, de la France, des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, de la Suisse, mais une Europe avec ses délices comme ceux d'Italie ici, 4 volumes, peut-être quoi lire à la fin tout début du XVIIIe, mais c'est une Europe qu'on connaît par des descriptions multiples, comme dans l'encyclopédie de Diderot d'Alembert au milieu du XVIIIe, par-delà les guides de voyage et toutes les lectures qu'on peut faire. J'évoquais les compilations du XVIe et du XVIIe tout à l'heure, les compilations du XVIIIe, mais il y a aussi des textes tels que l'encyclopédie. Rien que sur la ville de Venise, Michel Sajou et Michel Delon ont écrit un petit texte qui est publié par un éditeur très confidentiel, un libraire de Venise, dans l'encyclopédie, et ils ont relevé une centaine d'entrées d'encyclopédie qui parlent de Venise, donc qui donnent le désir de Venise. Donc il faut aller en imagination ou en réalité à Venise. Instituons par là des normes, index des articles de l'encyclopédie. Et vous en avez une centaine. Donc, on a bien des normes qui sont labourées par toutes sortes de guides. On peut citer par exemple Coriat en 1611, qui nous parle d'une Venise qui en fait peut constituer un modèle par le contre-modèle qu'est la vie vénitienne avec ses courtisanes. Le voyageur doit apprendre, le voyageur du Grand Tour, à ne pas se laisser séduire par les courtisanes dont je vous montre ici 2 portraits. Du XVIe et du début du XVIIe. Courtisane parmi d'autres. Coriat Scruditis, je passe un petit peu vite, une lecture morale, c'est le Grand Tour dont il nous faut maintenant essayer de comprendre l'envers. C'est d'une certaine manière
à l'intérieur même du Grand Tour, il y a un envers. Là, je donne un exemple à travers la description de ce voyage qui doit susciter la curiosité, mais en même temps faire que les yeux soient fermés. Le voyageur du Grand Tour, c'est quelqu'un qui doit observer, en même temps se priver de trop observer. En tout cas, de trop se laisser nourrir de ce qu'il observe. C'est la leçon de Coryate en 1608, pardon, mais il voyage en 1608 et il publie en 1611, lui aussi très vite après son voyage, le premier voyageur de tout à l'heure. Les courtisanes, une réalité scandaleuse, des attraits qui trompent, donc il ne faut pas tomber dans le piège de leurs attraits. Voilà. C'est ça le principe. On n'est pas encore tout à fait dans l'envers. Mais la simple idée de la plasticité et de l'inégalité des moments ou des pays à l'intérieur de la géographie du Grand Tour attire est une illustration de la difficulté d'avoir une vision monolithique des espaces du Grand Tour. J'étais très intéressé tout à l'heure, dans les deux interventions de tout à l'heure, par l'idée de la variation des relations entre tout simplement la France et l'Angleterre à l'intérieur du Grand Tour, la première envers. Il y a des périodes où un fort attrait s'exerce. Gabor Guéléry, chercheur hongrois, l'a très bien montré, fin 16e, premier 17e. Une image qui est bien répulsive à l'époque de la première révolution, et même de la deuxième. Et puis il y a le moment où, avec les Huguenots, de la part des Suisses, des Français et de quelques autres, l'Angleterre retrouve cette image de terre de liberté qui est développée dans le premier 18e avec Montesquieu, Voltaire et quelques autres. Et puis ça redevient au milieu du 18e l'objet d'une répulsion. Donc, y aller, c'est presque courir un risque, puisqu'on va y voir ce que Lemire appelle les sauvages de l'Europe. 1760. Les Anglais sont les sauvages de l'Europe. Donc tout ça, ça veut dire que ce n'est pas si lisse que ça, que ces destinations du Grand Tour. Et puis après la guerre de 7 ans, à nouveau, anglophilie, duc de la Rochefoucauld, c'est merveilleux l'Angleterre, on a tout à y apprendre. Mais on est là dans une vision du Grand Tour qui ne saurait être monolithique. Nouveau creux, évidemment, au moment de la Révolution. Mais il en irait de même avec la Suisse, qui est quand même le lieu de montagne répulsive avant de devenir, dans la deuxième moitié du XVIIIe, un lieu de montagne attirante. Mais il y a plus. Il y a plus, et un dialogue de 1764 nous le montre, qui est écrit par un Anglais, Richard Hurd, et un dialogue absolument passionnant sur les relations entre l'Europe et le reste du monde, et la manière même dont est conseillé ou déconseillé le voyage en Europe. L'envers du Grand Tour ici, c'est le reste du monde. Alors, ce dialogue de Hurd présente Locke et Shaftesbury. Locke, c'est un faux Locke. Il est mort depuis longtemps, mais c'est un Locke qui a écrit pour l'éducation des enfants, pour l'éducation, naissait en 1693, et c'est un Locke qui est considéré comme représentant la méfiance à l'égard de l'intérêt de voyager en Europe. Il faut aller voir autre chose, l'envers du Grand Tour. Pourquoi? Alors, on reviendra à Shaftesbury. Je dirais donc, imagine, Hurd, il y a eu une traduction en français, donc c'est pas moi qui ai traduit, c'est traduit. Mais ça existe en anglais, bien évidemment, que pour étudier de manière efficace la nature humaine, un voyageur doit suivre un itinéraire qui dépasse largement les limites de l'Europe. Le tour d'Europe présente peu d'intérêt. Sinon d'offrir une perspective uniforme, insuffisamment variée, et ne permet rien sinon observer les mêmes manières raffinées, les mêmes politiques artificielles. Shaftesbury, au contraire, représente le défenseur du Grand Tour. Si je vous suis bien, vous entendez décourager le voyageur d'étudier dans d'autres pays une société basée sur la raison et la civilité. Il faut aller en Europe pour observer une société basée sur la raison et la civilité, ce qui est l'état le plus évidemment naturel de l'homme. Et vous souhaitez, vous, monsieur Locke, dit le Shaftesbury tout aussi imaginaire, vous souhaitez faire perdre son temps à l'Européen en le laissant partir au loin observer des esclaves, des fous ou des sauvages. Restez donc en Europe. Et Locke réplique, mais les mœurs de chaque État lui sont particulières. Aller sur le continent, c'est risquer de se laisser contaminer, grand thème des Britanniques au second 18e, c'est risquer de se laisser contaminer par les mœurs dégradées des cours européennes. Elles qui prétendent être le sommet de la civilisation. Restez donc en Angleterre ou allez vers le reste du monde, ce sera beaucoup mieux que de faire votre grand tour.
bon, Linda Collet et d'autres historiens ont montré comment ce repli en fait sur la patrie, l'exaltation de la nation anglaise, forging the Britons, était indispensable à ce corollaire qui était l'exploration du vaste monde. Alors, les arts de voyager, et c'est là que j'en termine avec cette deuxième idée, du second XVIIIe siècle, marquent en fait eux aussi une forme de dévidement du grand tour. Le grand tour, c'était, tel que Bacon nous le montrait, nous le suggérait comme règle, une pratique voyageuse tournée vers l'apprentissage de connaissances utiles à soi-même, utiles pour croître à la lumière, utiles pour devenir un bon dirigeant, capable d'avoir des contacts qu'il faut dans toute l'Europe. Or, au cours de la seconde moitié du XVIIIe, on a une série d'arts de voyager qui, sous l'inspiration de l'instruction pérégrinationiste de Linné en 1759, construisent une autre raison de voyager à travers l'Europe. D'autres raisons construisent le voyage d'enquête au service de l'humanité. Au service de l'humanité et au passage, en n'oubliant pas la patrie. Mais dans tous les cas, au service du progrès collectif. C'est ce que, par exemple, Diderot met en place quand il, en 1773-74, il reprend Linné et quand il dit eh bien, allez hors des capitales, allez voir les habitants dans les campagnes, consulter les personnes choisies qui vous permettront, jusque dans la chaumière du paysan, de savoir vraiment ce que c'est que la vie. Et là, on est là, dans ce grand tour inversé que Berchtold, à son tour, suggère dans son essai pour diriger et étendre les recherches des voyageurs qui se reposent l'utilité de leur patrie, lorsqu'il leur dit il faut être capable, enable so to travel as to render the most essential services to humanity in general, and to his native land in particular. L'humanité et le pays natal. Alors, ceci nous projette directement sur la dernière idée, qui est celle de cette géographie autre que le Grand Tour, à savoir des géographies intermédiaires de l'Europe, avec des pays, des espaces moins fréquentés, mais familiers, Pologne, Hongrie, Danemark, Suède, ou Méditerranée. Et puis, plus largement, ce sont les livres sur la Méditerranée, les géographies nouvelles du voyage européen. Ces géographies nouvelles qui, en fait, ne datent pas de la deuxième moitié du XVIIIe, mais qui sont déjà objets de curiosité, objets d'intérêt dès le XVIe siècle. Ces géographies nouvelles du voyage européen, eh bien, on pourrait les résumer en trois grandes directions, qui apparaissent comme une sorte de conséquence, si je puis dire, naturelle des pérégrinations à travers le monde entier, mais aussi comme conséquence de ce travail de sape contre un voyage intra-européen qui pourrait être considéré comme insuffisamment formateur ou insuffisamment utile au progrès de l'humanité. Alors, comme il ne me reste que rien comme temps, je vais aller tout de suite à la conclusion en faisant défiler rapidement ces quelques images qui vont vous donner la vision de cette Europe alternative, cette Europe du Nord, des pays froids, quelques titres d'ouvrages, cette Europe de la Russie, cette Europe de l'Est, Inventing Eastern Europe, que j'évoquais en introduction, quelques images qui ne vont circuler dès le XVIe siècle, dans cette Russie un peu inquiétante, où Tuberville décrit les Russes comme obsédés par des pratiques brutales, bestiales, dégradantes au niveau sexuel, bref, négatives, étrangères à la civilisation, mais une Europe alternative qui est une Europe des savants, une Europe des marchands, une Europe des diplomates. C'est vrai pour la Russie, c'est vrai pour le nord de l'Europe, qui est en fait objet de voyage, mais pas par les jeunes nobles du Grand Tour. Objet de voyage, toutefois, par des marchands, par des navigateurs. Dès le XVe siècle, on pense à Pietro Querini, on pense à au XVe, on pense à Francesco Negri, au XVIIe, qui se rendent vers la Scandinavie, le deuxième, Negri, jusqu'au Cap Nord.
dans le premier XVIIe siècle, le fameux siècle que certains historiens de littérature appelaient comme un siècle de la stabilité, pas dénommé siècle de la stabilité, ce qui n'est évidemment pas le cas. Le voyage au Nord, une longue histoire qui traverse toute l'époque moderne et qui a habitué à lire ces contrées, au moins dans les cabinets. Pensons à Olaus Magnus, dont la carte Marina, 1539, représente le Nord. Alors certes, avec des monstres, comme on le voit à gauche de la carte, je vous montre encore plus près, qui peuplent cet espace maritime entre l'Écosse et la Scandinavie, mais avec quand même des côtes, des villes, des fleuves, des montagnes, un espace dont les images, liées à Venise en l'occurrence, mais disent bien une curiosité, disent bien une réalité, disent bien une volonté de spatialisation, où se trouve ces lapons. Ces lapons décrits dans leur culte varié par des ouvrages à succès, comme celui de Schaeffer en 1673, qui a tellement de succès qu'on n'ose plus publier après lui pendant plusieurs dizaines d'années. C'est le cas de Régnard, qui n'ose pas publier sur le nord de l'Europe son récit de voyage en Laponie parce que Schaeffer a été trop influent. Schaeffer, donc, qui est né à Strasbourg, mais qui a enseigné en Suède. Régnard, Maupertuis nous décrivent des lapons qui sont apprivoisés par les lecteurs, qui font partie de l'Europe et en même temps qui sont des personnages, peut-être sur le coin nord, qui sont objets d'enquête ethnographique, qui sont éventuellement le sujet d'une lecture exotique, qui peuvent faire l'objet du récit d'aventure dans des paysages inquiétants, où il faut affronter l'ours, comme ici dans cette représentation de l'extrême fin du XVIIIe par un Italien, Cerbi, parlé en anglais, sur les Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape. On pourrait dire la même chose des Balkans, on pourrait dire la même chose du sud-est européen, avec ces paysages appréhendés comme sauvages, où l'exploration des vestiges antiques conduit aux portes d'un monde inconnu. On passe par, et c'est là que je finis la boucle et que j'arrive à la conclusion, on passe par les modèles antiques, que j'évoquais tout à l'heure avec Paolo Giovio, pour arriver aux frontières d'un monde inconnu, tel qu'est l'intérieur des Balkans, avec ses haïdouks, avec ces populations qui semblaient si éloignées de la civilisation vénitienne, qui tentait pourtant d'y introduire son administration. Alors, l'exploration des vestiges antiques conduit aux portes d'un monde inconnu, aux peuples situés dans les marges de la civilisation tels que les Vénitiens, comme les autres Européens, la concevaient à l'époque des Lumières. Ceci nous est rendu compte par la Rewatch dans Venice and the Slavs. Conclusion. La conclusion, trois idées qu'on peut résumer dans les images que vous avez sous les yeux. Je dirais qu'une altérité est découverte au sein même de l'Europe. Ça me paraît quand même très intéressant, puisqu'il n'y a pas besoin forcément d'aller très loin pour découvrir l'autre. On n'a pas besoin d'aller dans le Pacifique ou en Amérique. Cette altérité amène à dresser un portrait de l'Européen nourri de l'observation de son contraire. L'autre est en Europe même. C'est le haïdouk des Balkans, c'est le russe, c'est le salmoyède de Sibérie, c'est le lapon. Ce portrait de l'Européen permet de dégager une sorte de justification de soi-même par l'Européen, qui affirme sa fierté face aux autres. Le Britannique face à l'homme de Sibérie, le Russe animalisé, comme on l'a vu, mais aussi l'Anglais considéré comme sauvage de l'Europe par le Français de 1760. Les civilisés, y compris suédois d'ailleurs, face aux Lapons. Alors, en montrant, c'est la deuxième idée de la conclusion, du doigt ces figures inversées ou alternatives par rapport aux partenaires privilégiés du Grand Tour, eh bien, se forge un regard qui est à la fois amusé ou condescendant, comme chez Régnard, par rapport au Lapon, mais qui peut être aussi un regard critique. C'est-à-dire que face à l'exotisme, à l'altérité, se développe une critique qui a toutefois une limite, c'est la limite des Lumières. C'est une critique qui est tout de même en train de construire un récit que les Européens fabriquent sur les autres, hors d'Europe comme en Europe. Bon, on pense au vol de l'Europe, The Theft of Europe de Jack Goody, comment l'Europe a imposé un récit de son passé au reste du monde. Mais pour terminer, cette dernière idée, cette variété de géographie européenne dont j'ai essayé de vous faire
apercevoir l'extrême complexité, finalement. Elle débouche sur un besoin de voyage qui ne se limite pas au grand tour, d'une part, à l'époque qu'on a considéré, mais qui ne se limite pas non plus au tourisme dans la seconde moitié du 19e, au 20e, au 21e siècle. Et c'est pourquoi ces quelques éléments qu'on a essayé de brosser à grands traits préfigurent, me semble-t-il, l'autre envers, qui n'est plus l'envers du grand tour, mais qui est l'envers du tourisme. L'envers du tourisme au second 19e, au 20e et au 21e siècle. Il préfigure les explorations savantes, préfigure le goût de l'aventure, pour reprendre l'expression de Sylvain Benner, notre compagnon de route ici à Grenoble. Ce goût de l'aventure, il préfigure aussi peut-être ces tentatives de voyage d'aujourd'hui, encore balbutiantes, et tout de même vouées à l'aide vers d'autres peuples ou à la protection d'un environnement menacé. Merci beaucoup. Merci infiniment, Gilles, pour avoir, à travers ce tableau brossé tambour battant, et nous avoir véritablement introduit dans ce qui nous intéresse dans le cadre de cette journée, c'est-à-dire avoir réussi finalement ce paradoxe d'un recentrage sur l'Europe et en même temps d'une présentation de l'Europe comme territoire d'évasion. Et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui, où les sirènes de l'histoire globale sont très très fortes, très très tentantes, mais où on en oublie du coup que l'Europe, en particulier au XVIIIe siècle, a été une véritable terre de découverte pour le voyage. Et ce que vous évoquiez sur, je finis, je vous rassure, je finis en une phrase, ce que vous évoquiez sur l'importance de cette Europe du voyage dans la presse périodique, on en a aussi un très beau débouché encore à l'orée du XIXe siècle, à travers cette bibliographie générale des voyages de Gilles Boucher de la Richarderie, qui lui aussi accorde une importance très grande à l'Europe, même si évidemment les territoires ultramarins sont importants. Donc je crois que c'est, et en même temps, une Europe qui est repensée à la lumière, bien sûr, de la découverte de territoires plus lointains. Donc merci pour ce tableau, et je vais tout de suite passer la parole d'abord à Philippe, qui va présenter Rosemary Sweet, que j'invite peut-être à venir nous rejoindre. Il faudrait remettre pour remettre le partage. Et pour le... Okay, so I think I speak on behalf of all of us when I say that we are very happy to be listening to Rosemary Sweet today. Rosemary Sweet is professor of urban history at the University of Leicester. She has published widely on the history of travel, which is appropriate, including Cities and the Grand Tour, a book that Mario mentioned in our introduction. If I may, I think you know how important it has been for me. She has also published on the reception of the past in the long 18th century and on 18th century urban culture and politics. She's member of the Council for the British School at Rome and chairs their faculty of archaeology, history, and letters. She's currently working on the Leverhulme Trust funded project, War, Travel, and Cultural Exchange, William Gale and the British in Iberia, and the paper she's about to present is about British travelers in Spain and Portugal between the middle of the 18th century and 1830. Thank you so very much. Well, thank you. It's a great pleasure to be here. And
very flattered to have been invited, and particularly pleased to be speaking after Gilles with that fantastic overview of travel in Europe, which goes beyond Italy. Coming from the Anglophone environment, travel in the 18th century is generally discussed in terms of domestic travel, European travel, which equates to the Grand Tour, which equates to Italy, and then further afield in Asia, Africa, and the Americas, in which it's about the ideals of the Enlightenment and the pursuit of knowledge. And I started work on travel in Italy a long time ago, 20 years ago. And as I progressed with working on it, I became increasingly frustrated with the way in which travel in Europe by British historians is discussed exclusively in terms of travel to Italy. And anywhere else which isn't about the itinerary to Italy is not the Grand Tour, therefore it's not interesting. And if you aren't going to Italy, you're not traveling. It's this extraordinary monofocus, which I blame the art historians entirely for this, because they were the first people really who started documenting in some detail the British travel in Italy. It's the fault of Brinsley Ford. I exaggerate slightly. And his dictionary, which was eventually published by John Ingermans, the Dictionary of British Travellers in British and Irish Travellers in Italy, which privileges art, architecture, antiquities above everything else, and also privileges male travellers above everything else. And this is particularly noticeable if you look for women. I mean, there's one nice example, John and Harriet Carr, brother and sister, who went to Italy in the 1790s. The entry in the dictionary is entirely dependent upon Harriet Carr's diaries, but it is under her brother's name. She doesn't have an entry in her own right. So this has created an image of travel which is about men going to Italy in pursuit of art, architecture, and antiquities, and everywhere else is assumed to be much less important. So I became interested in travel in other parts of Europe, particularly when I was at the British School at Rome, so in Italy, and I was shown the diary of Sir William Gell and his travels in Spain, and I'll be coming to that in the second half of this paper. And it got me thinking, I know nothing about travel to Spain, and what was William Gell doing in Spain? Why did he go there? He normally travelled in, well, he's known for travelling in the Eastern Mediterranean, in pursuit of ancient Greece, and trying to find the sites of Homer, the Odyssey, and the Iliad, and for his work on Pompeii, Pompeiana. So what was he doing in Spain, and what were other people doing in Spain? And if you go to somebody like Jeremy Black, people didn't go to Spain, it was boring, there was nothing to do, it was very difficult to travel, end of story. And there's about a paragraph in his book on the Grand Tour. There's a bit of work by art historians, those pesky art historians again, who are purely interested in the collection of Spanish art. So they have shown some interest in people going to Spain in terms of the reception of Murillo, Velázquez, Zurbarán, etc. But beyond that, no interest at all. So this is to set up my project on Spain, which the Leverhulme Trust have very kindly funded. I'm very grateful to them. And the project is, I'm doing it in collaboration with my colleague, Dr. Richard Ansell. So the research is very much a collaborative effort. So why is it assumed that nobody was interested in Spain? Partly it's the lingering influence of the Black legend, but Spain was seen there's a very strong tradition of seeing Spain in these very negative terms of oppression, cruelty, superstition, bigotry, and really not a very nice place to be. You don't want to go there. And the reputation that Spain had of being closed to travellers, that it's not a country that is hospitable to travellers. There's
tradition also of seeing Spain in more positive terms, and she pointed out the importance of classical texts that in terms of shaping European ideas of Europe. And of course, Spain features in texts such as Pliny and Strabo as being an extremely fertile part of the Roman Empire. So there is an alternative version, and then there's the version of Spain that derives from the influence of Spanish literature on particularly on the English stage. And so there's a kind of sword vision of Spain where all the Spaniards run around with big moustaches, capes and swords, and are terribly chivalrous and very proud and very jealous. Don Quixote provides another prism through which the British viewed Spain. Every traveller who went to Spain had read Don Quixote, and just as in Italy they went in search of Horace, in Spain they go in search of Don Quixote. And then there's the influence of Spanish romance and ballads, and the influence of that on European vernacular poetry. And so there's also a sort of romantic image of Spain, romantic as in romance rather than romantic in the 19th century. So there are various ways of seeing Spain which might influence people going there. And what we find is that, as with so many other parts of Europe, after about 1760, the number of people going to Spain increases. It's well documented that after 1760, the number of British travellers in Italy increases very rapidly. What most historians fail to acknowledge is that the number of British travellers in every part of Europe was also increasing. So it's also when the discovery of the North is happening. It's when more people are going east to Russia. It's when more people are going to south to Spain. And in the 1770s, there's a period when Britain is not at war with Spain or not at war with France, which helps relations. And we start to see an increase. It's never the numbers that go to Italy, but it's far more than the sources would have us believe. Then during the Peninsular War, and I'll talk more about this with William Gell, we get a significant increase because war actually facilitates travel in many ways. Some parts of Europe obviously were closed off to the French, to the British. Napoleon would have put them in a prisoner of war camp, but the parts of Spain that weren't under Napoleon's armies, it was very easy for the British to get there. You just hitch a lift on one of the warships from Plymouth, and then you can travel through Spain. And most people who were traveling, most of the men by this point who were traveling in Spain were members of the militia at home, so they just put on their uniform, their regimentals, and pretended they were part of the army and requisitioned mules and accommodation. So that was all very easy. But war, ironically, actually facilitates travel. And what is becoming increasingly clear is that there are well-established images of Spain and interest in Spain long before this romantic discovery. 19th century historians always think that everything begins in the 19th century. They never bother to look back into the 18th century. And so anybody in the British tradition who writes on Spain or the British engagement with Spain, tends to say that Spain was discovered by the Romantics, by artists such as David Wilkie and David Roberts, Washington Irving was American, obviously, but his tales of the Alhambra inspired interest in Spain. And there's this romantic view of Spain as being backward, picturesque, stuck in the past, and populated by gypsies and peasants and bandits. And this is a very dominant image in the 19th century. But in the 18th century, we get a rather different version of Spain, which isn't part of the teleology extending towards the 19th century. A lot happens in the early 19th century which changes the image of Spain. But also what happens in the 18th century is that the foundations of knowledge and information about places like the Alhambra are laid by British travellers.
who are receptive to Spanish scholarship as well. So one of the points we're trying to make in the project is that the discovery was based on, of the 1830s, it wasn't a discovery, it was based on knowledge developed in the 18th century, which was as much a Spanish discovery as a British discovery. It's not this kind of colonial discovery. It was the British who travelled to Spain were drawing on Spanish scholarship and Spanish interest in particularly the Moorish, as it was called, the Muslim heritage. Anyway, so what was drawing visitors to Spain if it wasn't the sort of art, antiquities and architecture and cosmopolitan society of Italy? Part of it was the pursuit of knowledge in the way that she was talking about, that it was, Spain was clearly had the potential to be a great power again. Its sort of 19th century decline and breakdown into civil war and dysfunctionality wasn't inevitable. And in the 18th century, it was clear that under monarchs like Carlos III, Spain was beginning to introduce what the British saw as rational, enlightened reforms. And as it was obviously a great colonial power. And so the British were extremely interested in what was going on in Spain, how it was running its empire, what its potential was to become a great power again. And there was a very strong sense that Spain could become a great power, that if sensible, from the British view, reforms were introduced, if the absolutism of the monarchy was curtailed, if the power of the church was reduced, as Charles III was doing, Spain could recover. So there's that interest. There was interest in Spain as being a pivot, as being the site of so much that was pivotal to the emergence of modern Europe. The British were very aware that their dominant position in Europe was a consequence of their global empire, but they also appreciated that the global Europe was the product of Portuguese and Spanish exploration. And so Spain was, as they knew from William Robertson's History of the Reign of the Emperor Charles V, was central to the emergence of modern Europe. And so visiting places like Seville to see the memorial to Columbus, to see the tobacco factory, the newly built tobacco factory, or going to Trujillo to see Pizarro's birthplace, this was part of the itinerary to see the emergence of Spain as a great power. And it's, I think in this context, this awareness of Spain, of its possibility for renewal, it's interesting to compare it, the way in which the British looked at Spain compared to Italy. I mean, they're both part of what gets called the warm South. And both Italy and Spain, sometimes there's this idea of the sort of warmth, the sensuality, the indolence associated with the warm South. But Spain, actually, the British regard in quite a different way to Italy. Italy, the British never talk about Italy in terms of the possibility of renewal. Italy has been. It's become effeminate. Its glory days are definitely gone. Spain is, yes, they're described as indolent, but whereas in Italy, the indolence is often seen as being innate. In Spain, it's seen as the product of misgovernment. It's the product of the absolutism which disempowers the population. And the Spanish are never described in terms of effeminacy. In Italy, it's indolence plus effeminacy. In Spain, they're still associated with pride, chivalry, bravery, jealousy, terms associated with masculinity. And so Italy is a country sunk in the past. Spain, there's potential for revival and renewal. And Italy, the main attractions were the attractions of ancient Rome. That's why you went to Italy, to see Horace illustrated before your very eyes.
lots of Roman remains in Spain. Obviously, the British weren't really very interested in them. As they go to Italica, Saguntum, Murviedro, the key Roman sites. But there aren't those layers of literature which give meaning to these places, which they could read and which could frame their experience of Italica or Saguntum, or wherever it was they went. And they don't, as they kept complaining, the Spanish didn't look after their monuments very well, and they didn't know what anything was. So they go there and they don't know what to think. And so they're not very interested. In terms of antiquities, what they were interested in were the antiquities of Spain's Muslim past, because of the alterity, if you like. That you can see Roman antiquities in Italy, and you don't need to go to Spain to see Roman antiquities, but you see it's the Muslim past. And that was the key attraction, really, in terms of and part of the attraction is finding out information about modern Spain, but in terms of historic Spain, the key attraction really was in the south, in Andalusia, Al-Andalus, and the Moorish, as they always call them, Moorish antiquities. And so the 18th century interest in the Alhambra, insofar as people have noted it at all, tends to be interpreted within an orientalizing framework and as a variation upon the taste of Eastern exoticism, and associated with the sort of taste for Oriental antiquities or design that we find in the Brighton Pavilion, for example. But I think that's a somewhat limited reading of what the interest in the Muslim or Moorish antiquities was. And I think one of the key reasons was the interest in this Moorish Spain, and I'm using the term Moorish because that's what contemporaries use, but Muslim Spain, Moorish Spain, for the emergence of modern Europe. So already I've noted the interest in the sort of early modern Spain and the expansion of global Europe, but the Muslim Spain, for all that it wasn't European, was absolutely central for the creation of European culture. So there are three main areas in which this interest can be manifested. One was architectural. There was a body of thought that believed that the Gothic arch, that defining feature of European architecture, actually derived from the East and from the Saracens. And so travellers went to Portugal and to Spain to look at Moorish architecture to see if they could work out the relationship between the Moorish arch, particularly the Ogee arch, and the Gothic. They eventually decided that it wasn't a relationship, but that was one of the reasons why people went to Spain. A number of travellers went to Spain. Second was the widespread knowledge that the civilization of the Muslims, particularly in Cordoba, for example, had preserved so much of the classical heritage when the rest of Europe was sunk in the Dark Ages, that the manuscripts of Rome and Greece were preserved, and there was a continuing tradition of maintaining and studying ancient literature, ancient medicine, ancient science, which had been preserved and which then formed the basis of the Renaissance from the 15th century. And so the catalogue of Arabic manuscripts in Escorial, which was published by Miguel Casiri between 1760 and 70, was one of the key sites that people wanted to see. So you looked at the paintings at Escorial, but you also went to view the catalogue of Arabic manuscripts. And related to this also was the contribution of the Muslim culture, and particularly in interaction with the Christian culture in Spain, in terms of the emergence of the cult of chivalry and traditions of vernacular poetry. That the belief was that
chivalry had really emerged in the interaction of the Christian, the Moors, and the tradition of vernacular poetry had emerged from the Moorish tradition, and then spread to the southern France of the troubadours, and then spread to England. And if you look at collections of English poetry, English ballads in the 18th century by Thomas Percy or Thomas Warton or John Pinkerton, they all contain some Spanish ballads in order to illustrate the lineage of vernacular poetry. So if the attraction of Italy was to view the origins of European culture in Roman antiquity, Spain and Portugal offer the chance to trace formative episodes of England's more recent past, of Europe's more recent past, as well as the chance to encounter exotic difference within Europe. So this is all sort of behind the project about William Gell, and I've just listed there the research questions that we're focusing on, just out of the information. And I'll just give you a brief, the rest of the paper is just giving you a brief sense of what we're doing with Gell. He's one of many travellers we've been looking at, but the particular interest with Gell is this notebook that he produced, which is at the British School at Rome, which is an extraordinarily rich document, particularly because of the combination of text and image, which one seldom finds in most travellers' journals. He was a very good amateur artist, and he packs his notebook with these sketches, which is, and some are, just in case I don't get to all of them. So Gell, he was a traveller who is best known for going to the Eastern Mediterranean, as I said, but in 1808, he decides that he's going to go to Spain. His ostensible reason is to see what's going on. He wants, after the Miera and the Convention of Sintra, much of Spain and Portugal is under allied Spanish, English armies, and so he thinks it's a good time to go. And he's also an invalid. He has what he calls gout, so he wants somewhere warm to go for winter. So he and his companion, Richard Keppel Craven, who also suffered health problems, they decide to go to Spain and to have a look around. So they, and this is part of a long tradition of military tourism, which I think, again, gets overlooked in much of the writing on European travel in the 18th century. As we had this morning, travel and military profession are very, very closely linked. But we tend to forget that in the 18th century and tend to see war as somehow being a block to travel, when in fact it can facilitate it. So Gell goes off to Spain. He arrives in A Coruña in the autumn of 1808, and then he travels down through Spain. He has has dinner with the British High Command in Madrid just before Madrid fell in early December 1808. And then he goes on to Malaga and across to Granada. And he spends 3 weeks in Granada and then returns to Malaga. Then he goes down to Cadiz. He hops across the coast to North Africa, because this was one of the another of the attractions of going to Spain was that it was easy to get to Africa, a different continent, and beyond the pale of civilization. But it was also an object of fascination because of the similarity, as it was seen, between southern Spain. So going to North Africa presented an opportunity to compare the culture of the Arabs in their sort of living culture with the history of Spain. Gell never had enough money, so it's quite likely that he had thoughts that he might publish from this tour. He wrote up all his tours in Eastern Mediterranean for publication.
And it's also possible that he was influenced in going to Spain because Keppel Craven's mother had been to Spain, the Margravine of Ansbach, Lady Elizabeth Craven, another well-known traveller. She had been to Spain in 1791, and another friend of theirs, the sculptress Anne Seymour Damer, had also been to Portugal and Spain in 1791. So once in Spain, Gell, the classical traveller, showed no interest in any of the Roman remains. He focuses exclusively, well, not exclusively, but predominantly in his notebook on Granada and the Alhambra. And throughout, what I find interesting is that throughout the journal, he's also noticing Moorish and what he calls Moorish characteristics, buildings in the Moorish architecture in the buildings in the towns to which he passes. He notes distinctive features of brickwork, the use of galleries, the construction of fountains in the courtyards. And he draws comparisons with the Ottoman culture with which he's familiar from the Eastern Mediterranean. So he has this sense of southern Spain, Andalusia, being part of a kind of Levantine world, if you like. He doesn't use the term, but it's a sort of imaginative space where Christian, Islamic and Jewish influences mix. And so he's constantly drawing comparisons. And then after a few years later, he goes on another trip to the Eastern Mediterranean, and we find him comparing Ottoman interiors to buildings he's seen in Spain. So he sees it very much as some kind of unity. And so not just in not just in architectural style, but the use of domestic space, the manners and customs. So the beds are made on the ground as in Turkey, he notes, and the dress of individuals he compares to the dress of people in the Eastern Mediterranean. But his real object of interest is the Alhambra. And he wrote to a friend that he had every part of the Alhambra by heart and in my book. And we can see in this journal how he illustrates so many views of it and the interior. We've got the floor plan, we've got copies of the wall paintings, details of the tiles, and he's very deeply engaged with it. And it clearly made a big impact on him. And for him, it was really an opportunity to reflect on Moorish civilization, that in the same way that British travellers in Rome would contemplate the fall of Rome and the lost glory and how modern Italians are neglecting Rome, he sees this Moorish civilization in the same way and is equally disapproving of the impact of later interventions and neglect and the crass insertion of Spanish superstition. Whatever the Spaniards have touched the building, it is ruined both in taste, execution and durability. So he spends 3 weeks there, and then he goes to Malaga. We don't know what he did in Malaga for a month, he doesn't tell us. And then he goes home, and then he does another trip in the Mediterranean, and then from 1815 he's resident in Italy. But then in the 1820s, he comes back to his Spanish journal. And what we see in this notebook, if you look on the text, the notes on the left-hand side are written in a different hand to the ones on the right-hand side. And what happens is that he decides that he wants to publish on something to do with the Moors in Spain. So this trip to Spain stays with him, and he wants to capitalize on it in later life. He's skint. And he's also aware by the late 1820s that there is renewed interest in Spain, but it's starting to become fashionable. And he writes to friends explaining that he wants to
produce a romantic history of the Moors in Spain, or he's also talks about producing some of the old Moorish ballads with illustrations. Unfortunately for Gell, Washington Irving gets there first, and with the tales of the Alhambra, but Gell was clearly working on the idea long before, or several years at least, before Irving's publication came out. And he's really engaging with Spanish scholarship. He's engaging with Antigüedades Árabes de España, with Conde's History of Moors in Spain, with literature that has, he calls himself a professor of the Alhambra. He's been reading around so widely. He's been reading Silvestre Sassi. He's been teaching himself Arabic. We can see in this one where he's trying to teach himself Arabic. And I got one of our Arabic-speaking students to analyze the text, and he could show us how his Arabic script is improving as he develops his knowledge. And he's actually doing this through a French grammar, so he's a very good linguist. And he uses the Alhambra as a means of engaging with the history of the Moors in Spain. And so he's reproducing these sketches of Nazarene shields and is making copious notes on the history of the Moors in Spain in order to produce this history. He never does, though. He dies before it's finished. All we have is a short essay on the romantic history of the Arabs in Spain, which appeared posthumously in 1837. And so his whole Moorish episode, if you like, gets overlooked. In the article on Gell in the Dictionary of National Biography, there's no acknowledgement that he ever went to Spain or was interested in Spanish history, Moorish history. And in this sense, Gell's typical of many other travellers whose tours of Spain have been overlooked. The tours in Italy and Greece get mentioned. The fact they went to Spain is nobody's interested. It's not Italy, so it's not interesting. The extent of interest in Spain, which people like Gell typify, really has been overshadowed by the dominance of the classical Grand Tour and a focus upon Greece and Italy in terms of itineraries, cultural influence, and imaginative power. I mean, I don't want to challenge the significance of Greece and Italy for 18th century and 19th century culture, particularly as I've written an entire book about travel to Italy. But I think we, as Gilles has already argued, we need to push back against the dominance of the Italian Grand Tour and as a totalizing framework for travel. There are other rationales, other itineraries that need to be understood in their own right as the distinctive and important forms of engagement with European culture, rather than as variations on the theme of travel to Italy. Histories of travel always emphasize that very few people went to Spain, it was very difficult traveling conditions, and was very little to see. Our project is trying to challenge all those assumptions, and in doing so, I hope it reveals how the 19th century romantic interest in medieval Spain and its Islamic past wasn't simply a response to Washington Irving or a generation of picturesque artists. Rather, it drew on ways of being that had developed over several decades of British travel, and which built on the scholarship of Spanish antiquaries and historians to which travellers such as Gell were heavily indebted. Merci beaucoup pour cette si passionnante contribution. On vient d'avoir deux contributions tout à fait passionnantes. On prend une bonne dizaine de minutes pour échanger avant la pause déjeuner. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, poser des questions à Gilles Bertrand, à Rosemary Sweet? Y compris en ligne, nous disons pour ceux qui nous entendent, absolument. N'hésitez pas. Alors, on peut voir qui lève la main. Alors, vous arrêtez de partager. Là où c'est en rouge, là. Voilà. Très bien. Et mettre. Ah, il faut peut-être mettre la discussion. Alors, discussion, je cherche.
Où est-ce que c'est une Voilà. discussion? Oui. Voilà. Et là, on est censé voir s'il y a Des collègues. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, si quelqu'un lève la main, on le voit sur l'écran. Oui, ça aussi. Donc, n'hésitez pas en ligne, s'il y a 17 personnes en ligne, s'il y a des questions. Et vous prenez la parole à ça. Merci beaucoup à tous les deux pour cette magnifique communication. En fait, j'aurais plus un prolongement, un exemple prolongeant notre présentation, Gilbert a donné autour de cette nouvelle fascination pour les marges de l'Europe, et en particulier le Nord. Je pense à Mary Wollstonecraft et à son voyage en Scandinavie qu'elle effectue à la toute fin du XVIIIe siècle. Et effectivement, ce n'est pas a priori pour des raisons touristiques, donc ça rejoint ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire que ce sont certaines catégories de personnes, surtout mais pas ces élites aristocratiques ou bourgeoises du Grand Tour qui se rendent dans ce type de lieu, puisque elle est mandatée par son amant Imlay, qui a quelque affaire à débrouiller, quelque affaire assez illicite à débrouiller, et il l'envoie pour s'en débarrasser également en Scandinavie. Et effectivement, on a cette, comment dire, on a cette tension dans son récit de voyage entre des éléments dont vous nous avez fait part en conclusion, c'est-à-dire à la fois cet intérêt pour l'ailleurs, cet ailleurs qui est accessible difficilement, enfin bon, et dont elle en même temps se prévaut d'être une des pionnières à découvrir. Mais en même temps, on a cet eurocentrisme, c'est-à-dire qu'il est difficile, malgré, alors pétrie qu'elle est aussi par tous les idéaux des Lumières, il lui est difficile de se départir de l'idée que l'Angleterre et la France sont les exemples de la civilisation la plus aboutie en termes de progrès et de raison. Et que effectivement, ce qu'elle découvre dans ce Grand Nord, même si c'est magnifique du point de vue du pittoresque, du sublime, de la nature, et là on voit toute l'esthétique romantique qui pointe évidemment dans un certain nombre de descriptions, mais il y a quand même une peinture un peu ambiguë, une description un peu ambiguë d'une forme d'infériorité civilisationnelle. Donc, j'ai trouvé tout à fait intéressant ce que vous nous disiez sur ce qui est à la fois un excentrement, un intérêt pour les marges, et puis en même temps un renforcement de certaines identités et de certaines assurances des pays centraux, en quelque sorte, qui se considèrent comme le centre de l'Europe. Donc, voilà, c'était juste une remarque que m'inspirait votre très riche communication. Et j'aurais une petite question pour vous. Alors, je ne sais pas si tu peux la poser en français, mais en tout cas, je ne sais pas comment on prononce le mot Gibraltar. Je me demandais si vos voyageurs s'étaient aussi intéressés à la situation particulière de Gibraltar et en rendaient compte dans leur récit. Yeah, Gibraltar's quite quick. I can deal with it. Yes, a lot of them start from Gibraltar because they are going through the Straits of Gibraltar to the Eastern Mediterranean. So you stop off at Gibraltar because it's British. And quite a lot of the travellers are members of the military who have leave, and so they travel from Gibraltar. Gibraltar is they are particularly interested in Gibraltar as being a place where different cultures mix. And so there's actually the way they describe the streets, the market in Gibraltar is very similar to Venice in terms of the mixture of different nationalities, the Jews, the Muslims, the Christians, the different costumes, the different sort of religions there. And obviously, they're interested in the military fortifications.
And they always say, oh, thank God, we can get a decent cup of tea and comfortable bed again. Yeah, exactly. So the British were complaining about the lack of decent tea in Europe early in the 18th century. And one of the things about Spain was that it was very hard to get hold of dairy products. They liked going to Aranjuez because the king had a herd of cows, and if you were friends with Lord Grantham, the ambassador, he could arrange for you to get some milk. But otherwise, they kept complaining there's no milk, no cheese. They get to Gibraltar, hurrah, there's milk in my tea. So it was that sense of being at home again in Gibraltar, the interest in the military and the sense that this is British superiority, but also the interest in Gibraltar as being a melting point of different cultures and having a very ancient history going back to the Phoenicians, the Carthaginians, the Greeks, the Romans, the Moors, the Spanish. So yes, a lot of interest in Gibraltar. Sorry. Thank you. Non, je n'ai pas à répondre, pas de commentaire. Récemment, j'ai rencontré cette Mary et elle était tout à fait dans ce que vous dites, c'est-à-dire cette espèce de contradiction, également liée à la motivation du voyage. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles elle est partie sont tout de même des raisons qui ne sont pas de la pure curiosité. Donc, ça détermine aussi un regard qui présente toutes les ambiguïtés que vous dites. Alors, je voulais en profiter pour poser à Rosemary une double petite question, c'est possible. Je le fais en français, comme ça peut vite. Donc, quel imaginaire de l'Afrique les Anglais, les Britanniques déposent-ils sur l'Espagne? Alors, si je vous pose la question, c'est parce que c'est un imaginaire qui, à la fin du XVIIIe ou début XIXe, quand même assez présent pour définir l'étrangeté, l'éloignement de contrées. Je pense Naples, au sud de Naples, c'est l'Afrique, ou bien la plaine hongroise est décrite comme un désert africain. So in Spain, is it seen as Africa, this climate and vegetation? Yes, they often quote Voltaire saying there's as little known about Spain as there is about Africa. So is the idea that Spain is unknown in the way that Africa is unknown. And they sometimes describe the Moorish, as they call it, culture coming from Africa, but increasingly by the later 18th, early 19th century, they describe it in Eastern terms. And well, obviously the Umayyads came originally from Syria and then took over Northern Africa. So they're very inconsistent. So they can use Africa, African, Saracen, Moorish, Mahometan in one paragraph. So they're not thinking about it in a very rigorous way. But so the Moorish culture is more often described as Eastern, and by the 1820s, increasingly the adjective Oriental is used. And so what is interesting, William Gell, in the notes that he takes in 1808, compares Spain with the Eastern Mediterranean, but he never uses the adjective Oriental. In the 1820s, when he's reading contemporary publications, he's using Oriental. And ça, c'est justement la deuxième question. C'est justement cette question du côté très 19e siècle de la qualification d'orientalisme. Et ça me renvoie au dessin de Gell, que vous avez montré. On est quand même plus dans une approche qui est à la fois mauresque, orientalisante, mais aussi gothique. On pense à Ruskin quand il observe Venise, et pas tellement dans ce qui était attendu au XVIIIe de l'architecture plutôt classique, romaine. Alors, ce que je voulais savoir, c'est ce que vous nous avez montré sur le début XIXe, est-ce que ça existe aussi au XVIIIe?
Is there a lecture about Oriental Arabic expressions in Spain? Yeah. So in the 18th century, there's a manuscript which was widely circulated by Thomas Pitt, a nephew of Pitt, the Prime Minister, and which focuses on the Moorish architecture. It circulates quite widely. Then Henry Swinburne publishes these illustrations of the Alhambra, which he is basing on the drafts of the Antigüedades Árabes de España, which Carlos III is commissioning. So there is this interest in the detail of the Arabic architecture. Carlos III sees this as the Alhambra as part of his cultural patrimony, in the same way that Herculaneum and Pompeii in Naples were. And so he is trying to, as part of his enlightened program, is to commission the artist to record the Alhambra, which was in quite a bad state, then undertake some renovation as well. And Henry Swinburne is given access to this material through the British ambassador's contacts. And so these illustrations become very widely, well, they are disseminated in England and are reproduced in the periodical press as well. And Swinburne's account frames the way a lot of British subsequently see the Alhambra. So he talks about the fairy palace of the Alhambra, and this we keep coming across visitors saying it's like a fairyland, it is like a fairy palace. And they focus on the detail, the plaster work that looks like spiders' webs, that looks like frost, the very, very delicate detail, the colours, they love the colours, they're so striking, of the tiles, the complexity and richness of the ornament and the skill of the craftsmanship. So it's about surface ornament rather than structure. So it's a very different aesthetic from Roman or Greek architecture. So we have a virtual question, I would say. So from someone who's thanking of the contributors and asking Rosemary Sweet about the corpus of works and authors that you are studying as part of your project, and especially, if I understand well, the British women writers who traveled to Spain and Portugal up to the 1830s and who wrote a travelogue about their experiences. Yeah, so there are a handful of published texts which are quite well known on travel to Spain. So there's Richard Twift, Henry Swinburne, and a few others. And what we've done is trawl through local archives to find more travel journals and correspondence from people who've travelled in Spain. And this is what has produced the journals of so many civilian travels during the Napoleonic War, the Peninsular War. We knew about the military, memoirs of an officer, memoirs of an infantryman, but the civilian travellers, these are all unpublished. So we found, and obviously William Gell, so we've gone through a lot of local archives and found, we've identified well over 100 travellers. Diplomatic correspondence, so particularly Lord Grantham and Robert Liston identify travellers who don't necessarily leave any other kind of record because they mention them passing through or having to entertain so-and-so. There are more travellers to Lisbon, there are many travellers to Lisbon, but because Lisbon was somewhere you went for your health, if you were consumptive, you went to Lisbon, and there's a British cemetery in Lisbon for all the consumptive Britons. But because the roads were so bad in Portugal, very few people in the 18th century
travelled beyond Lisbon except to go east to Spain, to Madrid. So there aren't many travel logs of Portugal until the 19th century. And after the Peninsular War, there's more interest in Portugal because we have so many people served in Portugal. There are fewer women than in other parts of Europe. I mentioned the Margravine of Ansbach. She was at that point, or became, she married actually in Spain. And there's Annecy Modena, there's Mary Graham, Lady Mary Graham, the beautiful Lady Graham, who is travelling for her health. Then there's Lady Holland, whose Spanish journal is an amazing source. But there aren't many other women who've left journals that we've been able to trace. There were a few others whose presence we know about. But because of the prejudice against travel in Spain, it was assumed to be too difficult for women. People said, oh, it's no place for a lady to travel. Right? These ladies actually find it quite easy, but there we are. Not many women travelled. So it's been really interesting just pulling together how many people were actually going to Spain. It's far more than somebody like Jeremy Black would have us believe. And they meet other people there. And so in 1809, there's a point where there are 6 old Etonians in Granada. A couple of them have travelled together, but they've all gone out to see what's going on, and they just end up in Granada, November 1809, 6 of them, and they say, oh, I fancy meeting you here. So there are far more than we've been led to believe. Do you know Sophia Bama? I don't. Because I think the question is linked with this writer. Mm-hmm. And I think she traveled with her husband, mm-hmm. and she led some journals and correspondence. And I think it's a rich traveler. My student is working for her PhD. Excellent. And that's the reason of the question. Mm. Thank you. But it's very interesting to have other names because it was very difficult to find one woman who traveled to Spain and to Spain. Yes. That was the condition. Yes. Well, the Margravine of Ansbach certainly travelled through France. Yes. And a Scottish woman? Lady Mary Graham. Yes, her journal though. Oh, does it? I can't remember. Yes, I think she does. Yes, she returns over. Well, she was in Lisbon, tried to sail home, was captured by an American privateer, was put ashore at Vigo, then had to travel, went down to Madrid, because that obviously one does, and then travelled overland through Spain and through France. Okay. So she does talk a bit about France, but she's not visiting it. She's just travelling through. So yes, stopped at Lyon, stopped at Dijon, whatever. Okay. The Margravine of Ansbach certainly is in 1790-91. So she, Lisbon, Madrid, overland into Spain, to Paris, then home. And she was seen as a queen. Yeah. And she doesn't leave a journal. Her journal isn't terribly revealing, but it could be worth looking at. Thank you. Peut-être si je peux ajouter deux petites remarques. Merci beaucoup pour cet exposé. Je parle en français, pardon.
une chose qui m'a frappé par rapport à la fois cette fascination pour l'Espagne, en même temps cette conscience d'un retard sur la connaissance qu'on peut avoir d'Espagne, on la voit aussi en France, puisqu'il y a évidemment aussi beaucoup moins de récits de voyages français sur l'Espagne, mais il y a une volonté de rattrapage qui s'exprime notamment dans ces années 1770-1780. C'est le moment où Beaumarchais dans l'Espagne, en particulier, où il cherche à produire des écrits sur l'Espagne. Et surtout, 1788, c'est le moment où Jean-François Bourgoin produit un nouveau voyage en Espagne, où il cherche justement à rattraper d'une certaine manière ce déficit de connaissances qu'on a sur le territoire espagnol par rapport aux autres territoires, et évidemment l'Italie. Et une autre remarque que je me faisais en vous écoutant, alors à la fois vous et Gilles Bertrand, c'est sur cette idée, cette ambivalence finalement à la fois de la fascination et d'une forme de dédain que peuvent avoir les penseurs des Lumières vis-à-vis des peuples allogènes, des peuples lointains de l'Europe. Et je crois qu'il faut aussi relier ça, me semble-t-il, à toute une série de débats philosophiques qui ont bien été étudiés, en particulier pour les Lumières écossaises par Silvia Sebastiani, c'est-à-dire avec cette idée d'un gradient de civilisation, hein, qui du coup à la fois produit une certaine condescendance de la part des penseurs des Lumières et à la fois une fascination, une attraction pour aller vers justement la découverte des populations de Scandinavie ou même du sud de l'Italie, enfin y compris des territoires assez proches. Voilà, quelques remarques. I do have a question about, would you say that the British itineraries in Spain and Portugal were as predetermined by travel guides as they were in Italy? They weren't, because there wasn't that literature, and there wasn't an infrastructure of travel, because there's a determinism of infrastructure in Italy that means you have to follow a certain route, because you pay for your horses to go a certain distance, and then the driver has a relationship with the innkeeper and in a certain place, and that is where you will get taken. And there are the road books which will tell you where to make your stops and which route to take and which inn to stay at. And so it's very organized. In Spain, there is no road book, so you have to make it up. And there's always a lot of advice in the published guides about how to travel in Spain, because there is no, and one of the points they always make is that there are very, very few tourists in Spain, and Spanish people don't travel. So it's the only people who travel are the muleteers who are carrying goods for trade. And so the inns, the venta, are set up for muleteers. They're not the kinds of inns that you're used to in Britain or Italy even. So this was one of the reasons why they say it's so difficult. Although the few female travellers who travelled in Spain don't seem to have been particularly worried about having to sleep close to the mules, and this was right on top of the animals. It's terrible. I mean, so there isn't the same infrastructure, so the itinerary is less fixed, although obviously there's a certain logic that you proceed through the major towns to go around the country. And so you will go, if you start at Lisbon, you will go east via Badajoz to Madrid, and then you'll go down to Sevilla, then Cadiz, then cross to Gibraltar, then up the eastern coast to Malaga, go inland to Granada, then back again, Murcia, Valencia, Barcelona, and then you can do, so it's fixed in that sense, but there's no prescribed itinerary, and there isn't the sense of everybody travelling at once and you have to be in Rome for Holy Week, this kind of thing. Il y a un autre message, ou est-ce que c'est la personne qui remercie peut-être pour... C'est pas Nouveau message. Et la personne remercie. Un remerciement. Voilà, c'est comme ça. L'on peut peut-être généraliser. Voilà. Oui. Merci beaucoup, et peut-être est-il venir à cette première matinée très très riche, le temps de
Alors, est-ce qu'on prévoit, je fais appel aussi à l'interrogation à Sabrina et Marion, est-ce qu'on reprend à 13h45 comme prévu ou est-ce que, comme on a une communication en moins cet après-midi, on peut dire qu'on reprend à 14h? Qu'est-ce que vous en pensez? 14h, ce serait très bien. Par contre, on va bien respecter les délais cet après-midi. Voilà. Il y a plusieurs collègues qui doivent prendre le train. Et oui. Bien... 14h et pas au-delà. Nous avons donc 1 heure. Mais si vous voulez, on peut reprendre à 13h35, hein, c'est 45 minutes de plus, c'est un peu juste. Oui, voilà. Disons 14h et 14h, absolument. Et donc, il y a une restauration qui est prévue à la... Oui. La question, c'est quoi? Des personnes de la maison, c'est la question. Yes. There aren't so many, but are a number. So there are probably 6, I think, published in the 18th century. Henry Swinburne is the most important. 18th century, yes, and there's